Di gran lunga il miglior Presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei 150 anni della sua storia. Lo dico sulla base di ciò che ho fatto e faccio e che gli italiani conoscono bene, ed è per questo credo che mi attribuiscano il 68,4% di fiducia. Juin 2010. Nous entamons un voyage à travers l'Italie. Le train arrive à Milan. À la une des journaux italiens, les multiples affaires Berlusconi et les démêlés du président du Conseil avec la justice. Nous remarquons que les rares journaux que le baron des médias ne possède pas encore sont devenus les seuls instruments de l'opposition. Ce sont eux qui exhument les scandales de la politique italienne au quotidien et non la télévision que Silvio Berlusconi tient sous son contrôle. Le Cavaliere en est réduit à appeler à la grève des lecteurs. Mais que craint donc cet homme qui prétend n'avoir rien à se reprocher? La réponse est à chercher dans son passé très controversé, dont il essaie de se défaire depuis son entrée en politique il y a 16 ans. Notre voyage est donc aussi un voyage dans l'histoire. Première halte, Milan, qui a vu naître la carrière d'homme d'affaires et d'homme politique du chef du gouvernement italien. Ses premières grandes apparitions publiques, il les a faites à l'ombre de la cathédrale sur la Piazza del Duomo, au lieu de la politique italienne depuis une vingtaine d'années. C'est là que, sous les applaudissements de la foule, la vieille Italie a sombré dans les abysses de la corruption. Et c'est sous les applaudissements de cette même foule que la carrière politique de Silvio Berlusconi a pris son essor en 1994. Accompagné par ses fans, Silvio chante Forza Italia, Allez l'Italie. C'est le nom du nouveau parti qu'il a fondé en promettant aux Italiens enthousiastes une Italie propre. Siamo l'Italia che lavora contro l'Italia che chiacchiera. Siamo l'Italia che produce contro l'Italia che spreca. Siamo l'Italia che risparmia contro l'Italia che ruba. Siamo l'Italia della gente per bene contro l'Italia dei vecchi partiti. Viva l'Italia, Forza Italia! De l'autre côté de la cathédrale, le palais de justice. C'est là qu'en 1992, on a accusé le système politique italien de corruption et lancé l'opération judiciaire Mani Pulite, main propre. Deux procureurs de la République italienne, Gerardo Colombo à gauche et Antonio Di Pietro au centre, ont été les héros de l'offensive contre la corruption de la classe politique en incarnant l'espoir d'un nouveau départ. Mani Pulite était une enquête qui a permis de mettre au jour la corruption du système politique italien. Silvio Berlusconi réussit à passer entre les mailles du filet de Mani Pulite. Et en mai 1994, il accède à la fonction de président du Conseil. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. À peine en poste, il crée un nouveau style. Partout, il se fait accompagner par son caméraman personnel. Ce dernier a d'ailleurs filmé ces séquences qui ont été diffusées sur les 3 chaînes de télévision de Silvio Berlusconi. Cela permet au magnat des médias italiens de donner une image éclatante de son pouvoir. Un pouvoir unique en Europe. Mais un premier scandale éclate dès l'automne 1994. Lors d'une conférence de l'ONU à Naples, le parquet de Milan fait savoir à Silvio Berlusconi qu'une enquête judiciaire a été ouverte contre lui. Nous l'avons invité à comparaître afin qu'il vienne répondre de certains actes de corruption vis-à-vis desquels nous pensions avoir rassemblé assez d'éléments à charge. Depuis la fenêtre de notre hôtel, nous apercevons Milano 2, une ville satellite que Silvio Berlusconi a fait bâtir dans les années 70,
et pour laquelle il a créé sa première chaîne de télévision. Elle est la pierre angulaire d'un empire médiatique privé en pleine expansion qui s'appellera plus tard Mediaset. Comme beaucoup d'hommes d'affaires mis en examen par les instigateurs de l'opération Manipulite, Silvio Berlusconi doit maintenant s'expliquer en ce qui concerne les accusations de corruption dans un premier temps. La Repubblica di Milano hanno deciso di scrivere il mio nome nel registro degli indagati per il reato di corruzione e mi hanno inviato un avviso di garanzia. Io naturalmente non ho mai corrotto nessuno. Silvio Berlusconi est rattrapé par son passé de promoteur immobilier et de créateur d'empires télévisuels. 16 années durant, le palais de justice de Milan va s'ériger en contre-pouvoir juridique. Silvio Berlusconi charge Niccolo Ghedini de le défendre face aux attaques des magistrats. S'il est avocat, Ghedini est aussi député et membre du parti berlusconien Forza Italia. Entre autres adversaires, il devra ferrailler avec Gerardo Colombo. Niccolo Ghedini développe une stratégie hautement efficace. Il fait traîner les procès en longueur sous prétexte de vice de forme jusqu'à obtenir un non-lieu pour prescription. Grâce à cette méthode, il met fin à toute une série de procès pour corruption et falsification de bilan intentés contre un Silvio Berlusconi presque toujours absent. Quand cette tactique ne marche pas, Maître Ghedini enlève sa robe et rédige une loi sur mesure visant à protéger Silvio Berlusconi lors de futures procédures judiciaires. 36 lois ad personam ont ainsi été édictées en 16 ans. Toutefois, en février 2009, survient un événement imprévu. David Mills, l'avocat britannique de Silvio Berlusconi, est condamné à 4 ans et demi de prison pour corruption. Il avait accepté $600 000 de son client en échange de faux témoignages. Il legale inglese aveva in un primo momento ammesso di aver ricevuto $600.000 dal gruppo Fininvest per dire il falso nei processi in cui era coinvolto Silvio Berlusconi. Certes, cette affaire-là est aussi classée pour prescription par la Cour de cassation en février 2010. Mais le parquet établit expressément que le Cavaliere a payé David Mills pour qu'il livre ce faux témoignage. Silvio Berlusconi se lance alors dans une entreprise de fustigation des magistrats. Per testimoniare il falso in 2 processi nel 98, quello alla Guardia di Finanza e il processo Oliverian. A fargli avere il denaro. Nous voici à présent à Rome. En première page du quotidien La Repubblica, on peut lire que le 29 juin 2010, le bras droit de Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri, a été condamné en appel à 7 ans de prison pour concours externe en association mafieuse. Silvio Berlusconi n'est pas accusé dans cette affaire, pourtant il n'y est pas non plus tout à fait étranger. Non so quanti anni, si fa un processo a Marcello Dell'Utri. E allora si vuole recuperare alla società un signore che è stato qualcuno che ha fondato delle associazioni per i giovani da Bacigalupo, che è stato membro dell'Opus Dei, che è stato un dirigente eccezionale in un'impresa che da niente è diventata grande come Mediaset, che ha fondato un'associazione, un partito politico che ha come religione la libertà, che ancora dentro questo partito, come lui oggi ha confermato, suscita l'entusiasmo, la passione di tanti giovani per quel principio straordinario che è la libertà, e lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Palerme, capitale de la mafia. C'est là que Marcello Dell'Utri s'est établi pour servir d'intermédiaire entre Silvio Berlusconi et la mafia. Cette histoire commence au milieu des années 70 lors d'un vol Palerme-Milan. À bord, Stefano Bontade, de la mafia sicilienne. Voilà des années qu'il observe les antennes d'une nouvelle industrie hérissant toujours plus le Mont Pellegrino. C'est dans cette industrie d'avenir qu'il veut dorénavant investir son argent sale. Il a un rendez-vous à Milan avec Marcello Dell'Utri. Le temps pour Stefano Bontade d'atterrir et les 2 hommes se rencontrent. C'est ainsi que le financier palermitain Filippo Alberto Rapisarda rapporte les faits au procès de Marcello Dell'Utri. Il était présent, dit-il, lorsque le chef mafieux a remis l'argent à l'accusé pour l'investir dans l'empire télévisuel de Berlusconi.
ho visto i soldi. Una sera andrai nell'ufficio di Delluto e trovai Stefano Baldassi e Mimmo Teresi, stavano facendo delle sacche, avevano dei soldi sul tavolo. Quindi erano soldi in contante? Sì. E lui era al telefono, come lui mi ha detto, con Silvio Berlusconi, il quale diceva, anzi si era lamentato perché doveva andare quella sera, doveva portare quei soldi subito. Va. Si era lamentato chi? Si era lamentato? Lui, il dottor Delluto. Si cette version des faits devait être retenue en dernière instance, alors tout le monde saurait que la mafia a contribué à financer la construction de l'empire médiatique de Silvio Berlusconi. En juin 2010, le procès de Marcello Dell'Utri se termine enfin. Les juges de la Cour d'appel confirment le verdict rendu en première instance et déclarent le sénateur coupable de complicité avec la mafia. Bene, la Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare la sentenza. Bien entendu, le Cavaliere crie au scandale. Non c'è nessun reato come finalità della sua frequentazione con questi signori che si assumono come mafiosi. E lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Ma devono essere recuperati alla società questi giudici che lo accusano. La contre-attaque menée par Silvio Berlusconi à l'encontre du pouvoir judiciaire s'intensifie. Ces offensives font sortir de l'ombre un certain Licio Gelli, un franc-maçon que les Italiens avaient presque oublié, le fondateur de la célèbre loge secrète P2. Dans les années 70, Licio Gelli avait conçu un plan secret visant à restaurer un État autoritaire en Italie, un projet dont certains se souviennent très bien. Licio Gelli, capo della loggia P2, aveva un progetto... Licio Gelli, président de la loge P2, avait un projet de renaissance démocratique, comme il disait. Ce projet prévoyait en substance de mettre tous les pouvoirs entre les mains de l'exécutif, d'interdire toute opposition, de bâillonner la presse et de modifier la Constitution afin de rendre tout cela possible. Aujourd'hui, ce projet est en train de se réaliser sous nos yeux. Nous étions curieux de connaître cet homme mystérieux qui, voilà plus de 30 ans, avait écrit le scénario de l'ascension de Silvio Berlusconi. Nous l'avons donc prié de nous accorder une interview. Sa maison est perchée sur le flanc d'une colline de Toscane. Les volets sont toujours fermés. C'est ici même qu'en 1976, il a commencé à ourdir son plan consistant à infiltrer l'État italien. Sa loge maçonnique comptait tout juste 1000 adeptes. Que voulait-il au juste et qui était-il ? Je prenais des gens qui occupaient un poste élevé, chef des services secrets, ministre, président de banque, magnat de la presse et de la haute finance, commandants généraux de la garde des finances, des carabiniers. Tous ces gens étaient réunis au sein de la loge maçonnique P2. Mais il en oublie un, Silvio Berlusconi. Voici une quittance qui atteste de sa cotisation de 100 000 lire. Une affiliation que le Cavaliere a niée pendant longtemps. Quand je l'ai inscrit au sein de ma loge, c'était un élément parfait. En 1975, il était beaucoup plus jeune, donc bien plus malléable. Pour moi, il fait partie des meilleurs. Début 1981, le parquet de Milan perce à jour les activités secrètes de Licio Gelli. Nous avons organisé une perquisition sur son lieu de travail et découvert des cartes. C'était le 17 mars 1981 et il s'agissait des cartes des membres de la loge. Nous sommes restés bouche bée devant cette liste de près de 1000 personnes, parmi lesquelles des ministres, des parlementaires, un nombre incroyable d'employés des services de sécurité, des services secrets. Celle-là même qui avait empêché le bon déroulement des enquêtes sur les attentats à la bombe qui ont eu lieu en Italie entre 1969 et 1980.
al 1980 ci sono state più stragi in Italia. L'enquête révélera qu'il n'est effectivement pas rare que des adeptes de la loge de Licio Gelli sont impliqués dans les attentats qui secouent alors l'Italie. Le premier a lieu en 1969, Piazza Fontana, à Milan. Une bombe explose à l'intérieur de la Banque de l'Agriculture, puis une autre à la préfecture de police. Les attentats à la bombe se succèdent et sèment la terreur, et les gens de Licio Gelli se chargent de brouiller les pistes. Licio Gelli a lui-même été condamné pour avoir mis les enquêteurs sur de fausses pistes. Mais il ne veut plus en entendre parler. Nous ne savons rien au sujet de ces attentats. Absolument rien. Ce que vous autres journalistes croyez savoir, c'est ce que vous avez lu dans les journaux, rien de plus. Sergio Flamini était membre de la commission d'enquête parlementaire P2 et possède peut-être les archives les plus importantes sur les objectifs de la loge secrète. La bombe di Piazza Fontana che si proponeva proprio di... La bombe de la Piazza Fontana devait semer la panique, provoquer le chaos, l'objectif étant de faire intervenir l'armée pour que soit déclaré l'état d'urgence. Voilà quel était le programme de la loge P2. Questo era il programma della P2 di allora. Les attentats à la bombe se succèdent pendant plus d'une décennie. Ce n'est qu'au début des années 80 que l'Italie retrouve son calme. Licio Gelli et son clan ont manifestement changé de stratégie. L'arrivée d'un avion en provenance de Nice va en fournir la preuve au juge d'instruction. À bord, la fille du grand maître maçonnique. Dans le double fond de sa valise, la police découvre, 9 mois après la première perquisition au domicile de Licio Gelli, le plan de renaissance démocratique. Il s'agit d'une version moderne de la révolution, cette fois non plus par la terreur, mais par l'infiltration des organes de l'État. Il piano di rinascita prevedeva la penetrazione. Le plan de renaissance prévoyait de pénétrer à l'intérieur des organes fondamentaux de l'État. Pas seulement de l'armée ou des services secrets, mais aussi des banques, de l'économie, des ministères clés de l'économie, du trésor, du commerce extérieur. Commercio estero. La penetrazione all'interno anche. Il prévoyait d'infiltrer le secteur privé. Une infiltration qui préparait le terrain pour briser le monopole de la télévision d'État et mettre en place un réseau de chaînes privées pour des opérations de longue haleine. E mettere in piedi la televisione privata per operazioni di ampio respiro. Cette infiltration touche d'abord la presse, et plus particulièrement le célèbre quotidien Corriere della Sera. Raffaele Fiengo, alors journaliste à la rubrique culturelle, assiste à l'infiltration du journal par la P2 qui, à l'insu de tous, a commencé à placer son argent dans le Corriere della Sera. Petit à petit, la Banque Ambrosiano a infiltré le journal par le biais de financements occultes. La Banque Ambrosiano, qui à l'époque a son siège à Milan, est dirigée par des membres du clan Gelli. Peu à peu, une direction occulte s'est installée, composée de membres de la P2. Et bientôt, un autre membre de la P2 fait irruption dans les journaux, Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi écrive des articles pour le Corriere della Sera. Il était aussi très souvent interviewé par les autres journaux de la même agence de presse. Les articles qu'il publiait dans la rubrique économique du Corriere della Sera n'étaient pas présentés comme les autres articles. Ils avaient la forme d'éditoriaux, ce qui était assez significatif. Maurizio Costanzo est un autre journaliste lié à la P2. Il a été le premier à rendre publiques les idées de Licio Gelli en l'interviewant pour le Corriere della Sera. Maurizio Costanzo a interviewé Licio Gelli. Et quand l'article est arrivé au journal, il avait déjà un titre, la photo était déjà choisie,
et il était interdit de tailler dans le texte. Rien que ça constituait une anomalie, mais personne n'imaginait que de nouveaux propriétaires tiraient les ficelles. Peu après, la P2 fonde, chez l'éditeur du Corriere della Sera, un journal à sensation intitulé Occhio, dont Costanzo devient le directeur. Dans un article de décembre 1980 qui suit de près l'enlèvement du juge Giovanni D'Urso par les Brigades Rouges, il propose, à l'instar de Licio Gelli, d'abroger la Constitution. Cet article n'a pas été publié car les journalistes stupéfaits ont convoqué Costanzo qui leur a dit « J'ai perdu la tête ». Après une courte mais vive explication avec Costanzo, l'appel à l'abandon de la Constitution est mis aux oubliettes. Mais le climat a changé et le journal aussi. À en croire les articles qui paraissaient dans le journal, le pays était au bord du chaos. L'État devait retrouver son autorité dans le cadre d'une démocratie, à l'image des ambitions de Licio Gelli, qui prônait la réduction du nombre de syndicats, ainsi que le contrôle de la presse et des magistrats. Peu de temps après, Costanzo quitte le journal et en 1982, il se met à animer des débats télévisés sur les chaînes berlusconiennes. Silvio Berlusconi, lui aussi animateur en son temps, nourrit de son côté de nouveaux projets. Il pose bientôt la première pierre de l'empire médiatique qui deviendra en 1993 le holding Mediaset. En 1991, le Cavaliere achète la plus grosse maison d'édition d'Italie, Mondadori. Silvio Berlusconi est l'homme le plus puissant d'Italie. Il domine aussi bien la politique que les médias. Une concentration des pouvoirs aux conséquences fâcheuses. Rome, un an plus tôt. Nous nous rendons dans un studio de télévision aux abords de la ville. En 1998, l'entrepreneur Francesco Di Stefano avait obtenu une licence pour le lancement d'une nouvelle chaîne de télévision. Et en 2009, voilà ce que nous trouvons. Un studio qui a coûté 50 millions d'euros et qui est complètement vide. Là, ce sont les bureaux de la rédaction. Il y en a sur 4 étages. Hélas, les 4 étages sont déserts, comme le reste de l'immeuble. Ça, c'est une des régies. Déserte, elle aussi. On a obtenu une concession télévisuelle qui devait nous permettre de couvrir 80% du territoire, montagne incluse, 95% de la population et tous les chefs-lieux de province. Une chaîne nationale comme Rai Uno, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4, Italia Uno, bref, comme toutes les autres chaînes nationales. Sa fréquence d'émission était occupée depuis des années par une des chaînes de Silvio Berlusconi, en dehors de toute base juridique. Légalement, ce dernier aurait dû donc la rendre, mais cela ne lui aurait laissé que 2 chaînes. Comme ça ne lui convenait pas, il a tranquillement continué à diffuser ses émissions sur la dite fréquence. Francesco Di Stefano s'en est plaint. Nous nous sommes plaints devant la Cour constitutionnelle, qui a décrété que Rete 4 devait cesser de diffuser d'ici le 31 décembre 2003. Le gouvernement de Silvio Berlusconi a alors émis une loi pour pouvoir dépasser cette date. Loi que le président de la République de l'époque, Carlo Ciampi, n'a pas ratifiée. Résultat, peu avant le 24 décembre 2003, Silvio Berlusconi a fait passer un décret-loi de sa propre facture. Francesco Di Stefano dépose plainte une nouvelle fois. Cette fois auprès de la Cour européenne de justice. Elle aussi lui a donné raison. Tout ce qui a été fait pour empêcher Europa 7 d'utiliser ces fréquences est illégal. C'est pourquoi vous devez fermer Rete 4 et rendre la fréquence à Europa 7. Et Silvio Berlusconi peut continuer à diffuser, si bien que Francesco Di Stefano en vient à se demander si la création d'une chaîne intelligente a encore un sens. Les Italiens sont lobotomisés depuis 25 ans par la télévision commerciale de Silvio Berlusconi. Il les a formatés et les traite en conséquence. Les Italiens croient en lui. Il peut donc faire ce qu'il veut. D'où son air de défi permanent. Silvio Berlusconi ne rencontre encore aucune résistance. Il dirige le pays en fonction de ses intérêts. Et il est partout.
Un jour, un Italien a décidé de raconter son quotidien avec Silvio Berlusconi sur Internet. Voici ce qu'il dit. Bonjour, je m'appelle Antonio. J'habite dans un appartement du président Silvio Berlusconi à Milano 2. Le matin, je vais au travail avec une voiture assurée par une assurance détenue par le président. Je travaille toute la journée dans la plus grande maison d'édition italienne, le groupe Mondadori, qui appartient au président. Le midi, je lis un des quotidiens du président. Le soir, je vais au cinéma, dans une des salles de la chaîne de cinéma du président, voir un des films prêtés par une des grandes sociétés de distribution de films du président. Ou alors, je vais voir un match de l'AC Milan, le club de foot du président. Il m'arrive aussi de passer la soirée devant la télé et de regarder les publicités produites par l'agence de pub du président. Je zappe entre 3 chaînes appartenant au président, qui ne cessent de diffuser des images du président, m'invitant à le réélire. Parfois, je regarde un film produit par une société de production cinématographique appartenant au président pour la télévision du président. Ou alors, j'achète un livre dans une des librairies de la chaîne de librairie du président, édité par la maison d'édition du président et qui parle du journaliste préféré du président qui travaille pour la chaîne de télévision nationale contrôlée par le président. Évidemment, le président italien rédige aussi des lois qui sont ensuite approuvées par la majorité des députés qui lui mangent dans la main. Quand nous rentrons à l'hôtel, nous trouvons la suite de cette histoire en DVD. Elle est signée Mario Catalano, l'architecte de Silvio Berlusconi, l'homme qui met en scène toutes les apparitions publiques du chef du gouvernement italien. Tout est minutieusement planifié. La foule vénère son leader, un chef qui prend ses décisions tout seul. L'homme qui est à la base de ce concept travaille en face de notre hôtel. Mario Catalano assure le décor des apparitions publiques de Silvio Berlusconi, y compris celui de ce jour de 2009 où le président du Conseil a inauguré son nouveau grand parti unitaire de droite, le Popolo della Libertà, peuple de la liberté. Mario Catalano nous explique l'idée directrice de cette scénographie. J'ai opté pour un minimalisme absolu. L'estrade est en forme de pont. Un pont blanc, lumineux, neuf. Le président est seul sur scène et, derrière lui, on voit les images d'un passé plein d'espoir qui met en avant ce qu'il a déjà accompli. Tout autour, la foule qui l'applaudit et, au centre, lui et son nouvel emblème. Mais cette foule en liesse, sait-elle qu'elle fait partie d'un décor uniquement destiné à faire valoir un souverain absolu? L'estrade ne commence pas ici, mais c'est l'impression donnée par l'effet d'optique, comme si elle montrait le chemin qui mène au leader. L'image est plus importante que le message lui-même, car elle induit une sensation. Elle influence donc psychologiquement celui qui reçoit le message. Et ça, c'est la base. Ensuite, sur cette base, on greffe le message lui-même, qui doit être diffusé et auquel les citoyens doivent adhérer. Berlusconi, la créature de lumière, sorti du monde de la publicité. Un homme qui pense que tout s'achète, comme l'annonçait Licio Gelli dans son programme. Nous nous demandons comment la situation va évoluer en Italie.
Et nous nous rappelons de ce que nous a dit Francesco Di Stefano dans son studio de télévision désert. Le groupe Mediaset et le réseau de chaînes berlusconiennes se sont lancés dans une entreprise de lobotomisation totale du peuple italien. Ça demandera donc beaucoup de travail pour réparer le mal qui a été fait. Mais en même temps, on se rend compte que ce pays, s'il ne sort pas de son apathie actuelle, est destiné à devenir un pays du tiers-monde. C'est pour cela que je dis que l'Europe doit se pencher sur le problème italien. Car c'est un pays qu'une grande quantité de gens au pouvoir s'acharnent à piller du matin au soir. Les médias se chargent de chloroformiser les citoyens. Citoyens qui, à ce stade, sont peut-être même heureux de se laisser chloroformiser. Il est clair qu'un pays pareil ne peut plus fonctionner.